Dans cette partie, je vais parler de machine universelle. Alors, ce que je viens de dire dans la partie précédente, c'est que finalement, les machines de Turing, on peut voir ça comme un langage de programmation comme un autre. Les programmes de machines de Turing, c'est un langage comme les autres. Et en réalité, je vais raconter l'existence de machines universelles. Et en fait, c'est quelque chose que, et je pense, est peut-être clair pour vous si vous avez fait un peu d'informatique. Je suis en fait simplement de dire que, en fait, pour les machines de Turing, on a la même chose que pour beaucoup de langages de programmation. C'est-à-dire qu'on a des interpréteurs ou des interprètes en français. Je veux dire que des programmes comme Java ou Python, en fait, ce que je dis n'est pas complètement vrai pour les versions récentes de Java, mais pour les premières versions. Un langage comme Java est interprété. Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez un programme Java, ce que fait la machine, c'est pas de l'exécuter directement sur le processeur. Il est votre compilateur le compile, le transforme en un codage que l'on appelle bitcode, qui est une suite d'instructions. Et ce qui se passe quand vous l'exécutez, c'est que vous avez un interprète Java qui prend ce bitcode et le simule. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Plutôt que de directement prendre un programme Java et l'envoyer ou le compiler ou le transformer en instruction sur un processeur. Donc, au lieu de faire ça directement, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par des bitcodes. Eh bien, c'est parce que les processeurs ne sont pas tous les mêmes. Et suivant la machine sur laquelle on va travailler, c'est pas ce que ça peut être, qui peut être un téléphone, qui peut être un smartphone, un ordinateur, un PC, un Mac, etc. Finalement, les processeurs n'ont pas exactement les mêmes instructions. Donc l'idée, c'est qu'on va travailler sur un langage qui est le bitcode, qui reste indépendant des machines. Et c'est ce qui permet la portabilité et qui a fait historiquement le succès de Java, qui s'est imposé très vite. Juste avant, le langage qui était le plus à la mode, c'était le C ou C++, mais le côté pénible, c'est qu'il fallait les programmes étaient très difficilement portables d'une machine à une autre. Donc par ce principe d'interprétation, où on passe par du code intermédiaire, ça permet que, en fait, quand vous programmez en Java, cette chose-là est complètement la même et indépendante des machines, et l'exécution du bitcode sur un processeur va dépendre du processeur. Du coup, ça permet la portabilité, puisque pour faire tourner des programmes Java sur votre portable Android ou sur un iPhone, finalement, la seule chose que le constructeur de ces appareils a à faire, c'est cette partie-là. Et du coup, on pourra faire exécuter des programmes. Peu importe, c'est, je crois, en fait, juste pour illustrer le fait que je crois que c'est clair quand on vous parle de langages comme Python ou Java, c'est que vous pouvez concevoir l'idée qu'on peut transformer ça en des instructions élémentaires qui peuvent ensuite être exécutées. Et ce que je viens de dire pour un langage, c'est vrai pour n'importe quel langage suffisamment expressif. Et en fait, ce que je vais dire là, dans ce qui suit, c'est exactement la même chose, mais pour le langage des machines de Turing, quelque part. C'est-à-dire que je vais vous dire qu'on peut faire des interprètes, des programmes comme celui-là, qui prennent la description d'un programme et qui l'exécutent. Donc, en termes de machine de Turing, je vais donc construire ce qu'on appelle une machine de Turing universelle, c'est-à-dire un programme qui prend en entrée la description d'un autre programme, en l'occurrence d'une machine de Turing, et qui simule l'exécution de cet programme, donc de cette machine de Turing. Alors pour faire ça, il faut que je fixe une façon d'écrire, de représenter un programme de machine de Turing, parce que ça veut dire qu'il faut que je sache écrire un programme de machine de Turing. Et donc voici une façon de faire, une façon de coder les machines de Turing. Honnêtement, c'est pas très important. La seule chose, c'est une façon de la coder, une machine de Turing. La seule chose importante, c'est que, étant donné un codage comme celui que je vais proposer, on est capable de retrouver tous les ingrédients pour retrouver la machine de Turing dont on parle et son programme. Donc, par exemple, voici une façon de faire. J'ai une machine de Turing, donc j'ai plusieurs ingrédients à coder.
dans la machine de Turing. Donc d'abord, je peux supposer que mon alphabet c'est 0, 1, puisque de toute façon on peut toujours le faire en alphabet binaire. Je peux supposer que mes états c'est 1, 2 jusqu'à Z, et je peux supposer que l'état initial c'est 1, c'est l'état 1, l'état acceptant c'est l'état 2, et l'état de refus c'est l'état 3. Et je peux supposer que mon alphabet de travail contient S symbole avec la convention que le tout premier c'est symbole blanc et que x1 c'est 0 et que x2 c'est 1. Je peux fixer un codage de aller à gauche, je vais fixer ça par 1, rester sur place, je le code par 2 et aller à droite, je le code par 2, rester sur place, je le code par 3. Et donc, je dois coder, la machine de Turing, finalement, je dois coder son programme, c'est avec ce principe. Donc, je dois coder des instructions du type, si je suis dans l'état I, je lis XJ, alors je vais dans l'état K, j'écris XL, et je me déplace vers la gauche, vers la droite, où je reste sur place. Eh bien, je peux le coder par cet mot-là, où j'ai simplement codé I, J, K, L et M en lunaire. Donc finalement, j'ai 0 fois I, 1, 0 répété J fois, 1, 0 répété K fois, etc. sur l'alphabet 0. Et du coup, pour coder ma machine de Turing, je vais simplement coder les instructions une à une. Donc je code la première instruction, je mets 2, 1, je code la deuxième instruction, je mets 2, 1, je code la troisième instruction, etc. Ainsi de suite. Alors pourquoi 1, 1 ben, tout simplement parce que si je fais comme ça, ici j'ai utilisé un 1 comme séparateur, donc il y a à chaque fois en fait un seul 1. Et là, en fait, avec 2 1 qui se suivent, je suis bien capable de retrouver tous les ingrédients. Évidemment, à une machine de Turing M, j'associe son codage, qui est un mot comme ça, mais je ne suis pas en train de dire que une machine de Turing a un seul codage, ce n'est pas du tout injectif. En particulier, si vous permettez les instructions, les CI, donc les instructions, donc si je permute C2 et C3, c'est un mot qui code la même machine de Turing. Mais peu importe, ce qui m'intéresse, c'est qu'à une machine de Turing M, je peux associer un certain codage. Ok, alors une fois que j'ai dit ça, ce que je prétendais, disais avant, c'est qu'on peut faire un interprète, parfois interpréteur en français. Formellement, en termes de machine de Turing, c'est l'existence de ce qu'on appelle une machine de Turing universelle. C'est-à-dire une machine de Turing M, unique, ici, telle qu'elle travaille sur des couples. Donc en entrée, je lui donne le codage d'une machine de Turing A et un mot W. Et ce que fait cette machine de Turing, c'est simuler la machine de Turing A sur W. Je peux construire une machine de Turing comme ça. En fait, c'est pas très difficile à voir, parce que comment est-ce que je peux faire? Là, je vais le décrire avec 3 rubans, et ce qu'on peut faire avec 3 rubans, je peux de toute façon le faire avec un seul ruban. Donc, comment est-ce que je simule A sur W? Eh bien, en simulant chaque instruction de la machine de Turing A sur W. Donc, ce que je dois faire par ma machine M-UNIF, c'est systématiquement regarder où est sa tête de lecture, donc sur le deuxième ruban, lire le symbole qui est en face de cette tête de lecture sur le second ruban, regarder dans quel état se trouve la machine qu'elle essaye de simuler, donc elle stocke ça dans son état fini, et là, à ce moment-là, elle doit déterminer ce qu'elle doit mettre sur le deuxième ruban et le déplacement effectué sur le second ruban pour la simuler. Donc comment est-ce que je fais ça? Ben, en fait, je vais parcourir le codage de A jusqu'à trouver l'instruction qui va bien, qui correspond à ce que je dois effectuer. Une fois que j'ai lu le codage de cette instruction, la seule chose que j'ai à faire, ben, c'est de faire exactement ce que dit ce programme.
Donc, mettre à jour la position du deuxième ruban et mettre à jour dans mon état interne l'état de la machine et déplacer la tête de lecture du deuxième ruban soit vers la droite, soit vers la gauche et revenir en ayant remis la tête de lecture du premier ruban tout à gauche. Bref, encore une fois, là, c'est extrêmement pénible et extrêmement long d'écrire complètement cette machine de Turing. D'ailleurs, c'est pas très intéressant de le faire. La seule chose intéressante, c'est que vous soyez convaincu que mon théorème précédent est vrai. Je peux construire une machine de Turing qui prend en entrée A, qui code une machine de Turing, W comme autre entrée, et qui simule A sur W. Donc elle prend un couple A-W et elle simule A sur W.